Bonsoir à tous et bienvenue à tous nos participants. Je sais que vous avez été nombreux à vous inscrire à ce direct de l'AFA ce soir qui porte sur les impacts psychologiques des Wikis, sujet qui est donc aussi le sujet cette année de la Journée mondiale des Wikis, hein, qui aura lieu lundi 19 mai. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir et donc non seulement je suis ravie de les accueillir, mais en plus effectivement ça va être un plaisir de les avoir pour cette soirée. J'accueille Nathalie Arnold, vous êtes déléguée AFA pour le Rhône, patiente experte. Nathalie, vous organisez également des rencontres entre malades en ligne, ce qu'on appelle les Nikikawa, qui permettent aux personnes de s'exprimer librement sur différents sujets. J'accueille aussi Agathe Lorsalgon. Bonsoir. Vous Ça, êtes psychologue clinicienne, sexologue, thérapeute de couple à Lyon 2, et puis vous êtes aussi auteur du livre 5 ans de ma vie avec une Niki. Et puis j'accueille aussi le professeur Stéphane Lancé. Bonsoir. Bonsoir Anne. Alors vous êtes gastroentérologue au CHU de Lyon Sud. Vous êtes un expert des Niki. Vous êtes aussi chercheur au CIRI, qui est le Centre international de recherche en infectiologie à Lyon. Et vous avez aussi par ailleurs été membre du comité scientifique de l'AFA pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est le professeur Boschetti qui travaille avec vous à Lyon, qui est membre de notre CS. Et donc, bienvenue à vous. On est vraiment ravis de vous accueillir parce que c'est un sujet qui intéresse extrêmement les personnes qui sont atteintes de Niki. Et puis, c'est surtout, je pense, un sujet qui est en tout cas de plus en plus reconnu, hein, les impacts psychologiques des Niki par les professionnels, par l'entourage, par les professionnels de santé surtout. Et c'est important de pouvoir discuter de ces impacts ce soir. Alors, juste avant de commencer, mais je crois que vous êtes tous nombreux à participer à nos webinaires, donc vous le savez comme moi que, eh bien, il y a plusieurs onglets dans ce webinaire. Un onglet de chat où vous pouvez discuter entre vous, entre participants, mais j'insiste, c'est bien de poser vos questions plutôt sur l'onglet questions et réponses. Pourquoi? Parce que vous pouvez voter pour les questions qui sont déjà posées. Et moi, j'essaierai d'être un peu votre voix et de poser en fait les questions, notamment celles qui sont le plus votées par les participants, à nos invités de ce soir. Donc, un grand merci encore d'être là. Je pense qu'on va tout de suite commencer le sujet avec Nathalie. Donc, Nathalie, vous êtes patiente. Je pense que, en tout cas, dans votre expérience, vous nous avez fait part de voilà, des impacts psychologiques des Mickey. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce soir sur vous, l'expérience vécue sur ces impacts psychologiques? bonsoir à tous déjà. Comme l'a dit Anne, je suis Nathalie. J'ai été diagnostiquée au départ d'une rectocolite hémorragique en 2000. Donc c'est facile à calculer, hein. Du coup, ça c'est la bonne nouvelle. Et à l'annonce de ce premier diagnostic, en fait, j'ai plutôt ressenti du soulagement. J'avais des symptômes digestifs depuis déjà plusieurs mois. Et enfin, un médecin, en l'occurrence un gastro-entérologue, m'a annoncé une maladie que je ne connaissais pas. J'avais jamais entendu ce nom. Mais dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est une vraie maladie, donc on va me soigner et tout va bien se passer. Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais je dirais qu'à cette époque-là, c'était pas le fait d'être malade vraiment ou d'avoir une maladie qui était le plus difficile pour moi. C'est qu'en fait, j'ai été maman de 3 enfants en bas âge. Mes enfants avaient 3 mois, 2 ans et 4 ans. Et ben, j'ai rapidement ressenti une profonde culpabilité en fait par rapport à eux. Parce que ben, je voulais être une maman parfaite, hein, une maman qui joue, qui court, qui sourit, qui est hyper dynamique. Et puis, ben, la maladie m'a empêchée de, d'être pleinement avec eux. Et puis, surtout, à chaque hospitalisation ou à chaque poussée qui m'obligeait à rester couchée, j'avais le sentiment d'abandonner mes enfants. Ben, ça, c'était le premier impact vraiment après les symptômes assez violents qui m'a le plus ben, touchée finalement. Il y a eu aussi que, à cette époque, on traitait beaucoup les patients avec des corticoïdes à forte dose et les effets secondaires n'étaient pas faciles à gérer, notamment la prise de poids.
Je faisais le yo-yo, hein, je passais de 50 kilos à 75 kilos en quelques semaines et inversement en période de poussée. Alors j'avais une garde-robe du 36 au 44 pour faire face, mais bon, j'avais aussi le visage enflé, hein, ce qu'on appelle le faciès de lune, qui est caractéristique d'effets secondaires des corticoïdes. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à me reconnaître. Même en photo, parfois, quand on m'en montrait, j'avais pas du tout l'impression que c'était moi. Et donc, bon, bah, j'ai poursuivi les traitements et en 2003, on m'a enlevé le côlon, en 2004, le rectum et puis, finalement, en 2005, on m'a annoncé un diagnostic de maladie de Crohn et là, à ce deuxième diagnostic, ça fut pas du tout un soulagement parce qu'en fait, on m'avait un petit peu vendu les opérations comme, hem, une méthode curative. Parce que dans la RCH, enfin, je pense que Stéphane pourra nous le confirmer, ça peut être considéré l'ablation du côlon et du rectum comme, une façon de soigner la RCH. Donc là, d'un coup, on me disait que finalement, ben, j'allais en prendre pour perpète. Donc ça, ça a été, j'étais en colère. Honnêtement, j'étais très, très en colère. J'avais vraiment le sentiment d'une injustice par rapport à ma maladie elle-même, pas du fait d'être malade, mais j'avais toujours l'impression que dans la maladie, j'étais dans le mauvais pourcentage. On disait, 1 personne sur 3 sera opérée, 20 des malades sont des formes graves. Alors les chiffres, je ne les connais pas exactement, mais c'est en ce que je retenais et puis qu'on se trompait pas souvent dans le diagnostic et finalement, ben, moi, j'avais vraiment l'impression de toujours cocher la mauvaise case, quoi. Donc j'ai vraiment vraiment été en colère, à cette époque-là de la maladie et puis aussi parce que, bah, finalement, dans mon entourage, il y avait pas de malade, en tout cas pas de Mickey. Juste la nièce d'une amie qui avait la maladie et qui, elle, allait bien. Et elle allait bien, sa maladie était bien contrôlée et du coup, ben, moi finalement, j'avais parfois l'impression que mon entourage, il y avait beaucoup d'incompréhension par rapport à ce que je vivais et j'avais souvent des questions, du genre, bah: «Est-ce que tu prends bien ton traitement? Tu devrais pas manger ci, est-ce que tu fais tout ce qu'il faut?» Enfin voilà, des choses qui me culpabilisaient, encore plus. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rapprochée, des malades, d'autres malades et notamment, j'avais, déjà contacté l'AFA parce que pour avoir des informations au début de ma maladie, donc pour, en connaître un peu plus, hein, parce que je connaissais absolument rien et à partir de là, j'ai pu, participer à des rencontres organisées par l'AFA et enfin discuter, avec des personnes qui comprenaient, mes symptômes et puis surtout en discuter librement. Parce que, ben, les douleurs articulaires, par exemple, on en parle facilement, mais par contre, les diarrhées de sang, les urgences toilettes, les gaz, les odeurs, hein, parfois on se sent sale avec tout ça et c'est pas évident, d'en parler. Donc, en parallèle, j'avais, commencé la biothérapie. Ça, j'ai pu reprendre une activité professionnelle, c'était plutôt positif. Mais là aussi, en fait, j'ai pris conscience que dans le monde du travail, bah, finalement, j'avais plus l'air malade. Grâce à la biothérapie, bah, j'avais plus, ce poids yo-yo, j'avais plus ce faciès de lune. Mais, du coup, bah, j'avais un peu plus de difficultés à faire comprendre, à mes collègues que, bah, si, j'étais malade. Puisque j'avais quand même, malgré le traitement, des symptômes qui m'invalidaient, comme la fatigue notamment. Et puis bon, les collègues étaient plutôt, empathiques vis-à-vis de mon statut de malade. Mais par contre, quand il s'agissait, d'absences répétées ou de pas tenir les délais, de pas faire ma part du travail, là, c'était plus compliqué. Donc voilà, à ce moment-là, bah, j'ai compris que les traitements allaient pas suffire, qu'il allait falloir aussi que j'envisage globalement de changer un peu ma façon de vivre. J'ai appris auprès d'autres malades qu'une bonne hygiène de vie pouvait aider à mieux contrôler la maladie. Donc, bah, j'ai essayé d'apprendre à gérer mon anxiété, à contrôler mon stress. J'ai aussi adapté, mon travail. Donc, j'ai choisi de travailler à temps partiel notamment
Et puis, j'ai fait les démarches pour faire reconnaître mon handicap aussi. Et ça m'a permis, alors d'abord la RQTH, ensuite l'invalidité, et ça m'a permis de me sentir plus légitime dans mes demandes, notamment au niveau professionnel. Donc ça m'a permis de trouver un équilibre. Et il y a une citation que j'aime bien, alors je la ressors à chaque fois qu'on me pose des questions, j'en profite là, c'est «La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie». Et elle me parle beaucoup cette citation parce que, je me dis qu'aujourd'hui, bah, je m'interdis rien, mais simplement je m'adapte. Je m'adapte, alors il y a parfois un peu de frustration parce que, bah, il y a pas de place pour la spontanéité, hein, mais j'ai appris à anticiper, à m'organiser, et puis, maintenant, ben, je suis, à mon tour bénévole AFA. J'organise, comme l'a dit Anne, maintenant des rencontres, des échanges avec d'autres malades, et j'encourage d'ailleurs vivement les malades à ce qu'on appelle, la péridance, ce soutien entre personnes qui souffrent de mêmes pathologies. Et parce que, ben, honnêtement, ça m'a énormément aidée et je pense que c'est primordial, avec également, le suivi psy. Donc j'ai pas pu tellement bénéficier parce que moi je suis d'une époque où, bah, le psy, c'était pour, «les dingos» quoi, entre guillemets, hein, sans vouloir être, voilà. C'était, enfin, je c'est pas cool ce que je dis, les dingos, mais je veux dire, c'était quand on avait des problèmes vraiment importants, quoi. On n'allait pas chez le psy, comme, aujourd'hui, il y a une banalisation qui s'est instaurée, mais je pense qu'Agathe Laure va pouvoir, ou Stéphane Lancet vont pouvoir un peu plus, nous expliquer, comment ça se passe aujourd'hui. J'ai peut-être, je m'emballe là, mais je peux Anne, tu me coupes, hein, Non, c'est mais Nathalie, je pense que c'est vraiment très bien parce que d'abord, je pense qu'à travers finalement, voilà, un parcours comme ça, qui était quand même relativement long, je pense que vous avez en fait essayé de montrer tous les moments qui peuvent être quand même relativement compliqués. On va parler du moment peut-être du diagnostic, mais aussi de cet aspect de difficulté, notamment avec son corps, et puis également aussi le fait de pouvoir faire reconnaître quelque chose qui est de l'ordre du handicap invisible. Donc je pense que franchement, dans vraiment quelques moments comme ça, je pense que vous avez vraiment souligné ces moments importants qui peuvent être véritablement avoir des impacts en fait au niveau de son équilibre psychologique, et je trouve que c'est important de prendre le temps de pouvoir bien décrire en fait ces situations, et merci beaucoup parce que je trouve que c'est aussi remarquable de faire ce chemin, et on peut faire ce chemin en fait. Ces impacts psychologiques, bon, ils peuvent être très variables d'un malade à un autre, mais quand même, on retrouve quand même un petit peu les mêmes aspects. Euh, Est-ce qu'on pourrait essayer d'objectiver un petit peu, finalement, cet impact psychologique? Il y a déjà des données qui existent, et comment ensuite on peut essayer de prendre mieux en charge? Je passe la parole éventuellement à Stéphane Lancé en premier, et on va voilà, partager le diaporama. Super, bonsoir, bonsoir à tous. Merci Anne. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je souhaitais remercier Anne évidemment, toute ton équipe et l'association évidemment AFA, Condor CH pour l'initiative. Je pense que c'est une excellente initiative d'organiser cet événement de webinaire. C'est un fardeau qui est invisible, hein. L'impact psychologique finalement, on peut le dire, ouais, c'est dans la tête, ça n'existe pas, on l'objective difficilement, en tout cas pas avec des marqueurs qu'on peut doser, qu'on peut mesurer, qu'on peut voir. Il n'y a pas d'examen. Or, c'est invisible, mais c'est certainement extrêmement invalidant pour les patients. Et je pense qu'il faut aussi penser aux aidants, aux proches des patients, qui sont aussi impactés hein, dans leur vie personnelle, dans leur vie parfois professionnelle. Et donc, prendre du temps pour discuter de cette charge psychologique, pour finalement faire une espèce d'introspection, où est-ce qu'on en est et vers où on peut aller, comment on peut améliorer les choses, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, bah, merci Nathalie pour ce magnifique témoignage. Hein bah, qui est très fort. Évidemment, je pense que beaucoup de personnes vont te rejoindre et se reconnaître dans tout ce que tu as dit.
Je crois qu'il y a un certain nombre de choses communes et qu'on entend souvent à la consultation et ça m'a vraiment parlé. Et merci pour tout ça. Et puis merci, je comprends mieux d'ailleurs pourquoi tu es sur le terrain toute l'année au quotidien à Lyon. Je marche sous la pluie, à quel que soit, sous la neige aussi, et puis sous le soleil de temps en temps. Merci pour tout ce que tu fais localement. Et puis je remercie aussi et je suis ravi ce soir de faire un duo avec vous et avec Agathe Laure, que je connais depuis très très longtemps, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis des années. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton implication aux côtés de mes patients que je te confie. Alors peut-être si on rentre dans le vif du sujet sur le fardeau psychologique. Je crois que c'est une problématique qui est complexe, hein. Sinon on ne serait pas là à discuter. C'est sous-estimé, ça c'est assez évident, mais c'est fréquent. Ça c'est des données, vous voyez, d'une enquête que la FA avait conduite sur plus de 2800 patients, très représentatif, où finalement la question c'était quelle note entre 0 et 10 donneriez-vous pour évaluer l'impact de votre Mickey sur votre vie dans chacun des domaines suivants. Et dans le domaine, vous voyez, l'impact psychologique, c'est majeur, avec un retentissement à la fois sur les relations sociales, sur les relations familiales, et autres, hein. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être rare, qu'on sous-estime certainement, mais qui impacte toutes les dimensions de la vie, qu'elles soient, donc on l'a dit, sociales, avec des fois des isolements, des vrais retraits sociaux, retraits professionnels, moins de promotion, par exemple, professionnelle, dans la vie affective aussi, la vie sportive, la vie en général, en gros, elle va être impactée. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est l'objet aussi d'une autre étude, mais qui confirme finalement. Alors là, c'est plus dans la dépression maladie ou dans l'anxiété, mais on va voir que on peut discuter au-delà, hein, de l'impact psychologique de la Mickey. Mais quand on regarde des scores de dépression, qu'ils soient légers, modérés et a fortiori sévères, vous voyez qu'à la fois dans la maladie de Crohn, mais aussi dans la rectocolite hémorragique, c'est loin d'être quelque chose d'anecdotique, hein. C'est quelque chose on a forcément beaucoup, beaucoup de patients qui souffrent cette charge à la fois psychologique, émotionnelle, et prend peut-être pas tout à fait en compte au quotidien pour plein de raisons, et on pourra en reparler des freins qui empêchent la prise en considération de ces deux domaines. Diapositive suivante. Alors, au-delà de la dépression, maladie, hein, qui a une prise en charge bien particulière, finalement, je pense qu'on peut parler aussi de mal-être, hein, de mal-être psychologique, qui peut être quotidien, qui est souvent sous-estimé et qui, je le disais, peut toucher à la fois les patients, mais il ne faut pas négliger tout leur entourage, la famille, les proches, les aidants, les conjoints, etc. Avec une réduction donc, du bien-être psychologique qui va retentir, on l'a dit, sur la vie dans toutes ses dimensions, mais aussi sur l'épanouissement personnel, avec moins de projets, moins d'élan vital, moins d'envie finalement, et qui peut être mal compris, hein, de l'entourage, et c'est à prendre en compte. Moi, j'ai une patiente qui m'expliquait, son conjoint comprenait pas pourquoi le samedi soir, elle voulait pas faire la fête jusqu'à point d'heure jusqu'au lendemain matin, pourquoi, alors que c'était le week-end, que c'était convivial, etc., et que c'était pas, elle ne s'en sentait pas capable, et pas capable aussi parce qu'il y avait une dimension de fatigue, d'asthénie majeure, qui est souvent multifactorielle, hein, mais qui est handicapante et qui est extrêmement fréquente. Ça, il faut retenir, le chiffre, c'est un patient sur deux qui est fatigué. Et quand je dis fatigué, c'est une fatigue extrêmement lourde, extrêmement handicapante quand on est en rémission, et puis c'est 80-90% des patients quand ils sont en poussée. Euh, la réduction aussi de la capacité de mobiliser des ressources pour soi ou pour autrui, ça on en discutera probablement avec Agathe Laure tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Le risque aussi accru de rechute d'une poussée de Mickey quand on a ce mal-être psychologique, cette anxiété, cette dépression, et on va le revoir tout de suite. Tout ça, en gros, conduisant à réduire l'estime de soi, tu en parlais Nathalie, à isoler socialement aussi parfois, hein, des patients qui n'auraient pas cet environnement familial, amical important, bah, finalement ils vont un peu se mettre en retrait de la société, en retrait de leur profession. Et ça, évidemment, on a un certain nombre de patients où on sent qu'il y a cet isolement, où ils restent chez eux, et c'est très dommage. Diapositive suivante. Alors, on disait, est-ce que finalement le stress, l'anxiété, la dépression ou d'autres facteurs, d'autres déterminent un risque accru de pousser quand on a une Mickey en rémission? Alors, il y a beaucoup de données, il y a des données qui étaient expérimentales chez l'animal. Là, c'est des données d'une cohorte de patients, vous voyez, une cohorte britannique, près de 1600 patients
à la fois la moitié maladie de Crohn, 800 rectocolite hémorragique, qui étaient tous des patients qui allaient bien, qui étaient en rémission sous traitement. C'est une cohorte qui s'appelle la cohorte PREDICT et dont l'objectif était d'identifier des déterminants psychosociaux associés au risque de rechute. Donc ils suivaient les patients, c'est un suivi pendant 2 ans, et puis les patients étaient analysés en termes de score validé, d'anxiété, mais aussi sur est-ce qu'il y avait des troubles de l'humeur, des troubles dépressifs, est-ce qu'il y avait des troubles du sommeil, est-ce que ces patients qui étaient suivis avaient une activité physique, somme toute, absente, légère, modérée ou importante. Et vous voyez que pour différentes dimensions, et notamment là, on le voit sur les graphiques pour l'anxiété, à la fois dans la maladie de Crohn à gauche, mais aussi dans la rectocolite hémorragique, les patients qui avaient des scores d'anxiété élevés, en comparaison avec ceux qui avaient des scores d'anxiété très faibles, finalement développaient une rechute d'une poussée de leur maladie, qu'elle soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, plus précocement et plus fréquemment que les patients qui avaient des scores d'anxiété plus faibles. Alors, bon, là, j'ai illustré avec l'anxiété, mais c'était vrai aussi pour les troubles de l'humeur, mais aussi pour des choses sur lesquelles on peut certainement agir. Le sommeil. Le sommeil, c'est certainement, et Nathalie, tu parlais de cette hygiène de vie qui concourt à la fois au bien-être de la maladie, on en a la preuve ici, mais bien dormir, c'est aussi probablement avoir une charge émotionnelle, une charge psychologique peut-être amoindrie. Alors, encore faut-il pouvoir bien dormir, hein, et ça pourrait faire l'objet de discussions. L'activité physique, c'est un peu la même dimension aussi que le sommeil. C'est aussi important. Alors vous me direz, on est fatigué, on va pas faire de l'activité physique. Mais c'est très bien démontré qu'au contraire, l'activité physique réduit dans un grand nombre de cas la sensation d'asthénie. Donc cette activité physique joue un rôle extrêmement important, à la fois chez un patient qui est bien contrôlé pour réduire ce risque de rechute, et puis aussi sur la dimension psychologique. Diapositive suivante. Alors, vous savez, la santé mentale, c'était la grande cause nationale 2025, et donc c'est tout l'objet de le prendre de plus en plus en considération. Et je crois qu'il y a peut-être 5 paliers à avoir en tête et à prendre en compte. L'aspect prévention, ça c'est super important. Comment on gère son stress? On a vu que c'était important le stress, mais finalement, la gestion du stress, qu'on appelle le coping, on pourra en reparler, c'est peut-être le plus important. On est tous exposés à des événements stressants de la vie, plus ou moins en tout cas. Donc on ne peut pas se mettre dans une bulle, ne pas sortir, c'est pas ça. C'est gérer son stress, c'est s'adapter, être résilient vis-à-vis de son stress. Alors c'est pas facile du tout à mettre en œuvre, évidemment, mais probablement ça se travaille et ça s'apprend. On a parlé du sommeil, l'alimentation joue certainement un rôle, l'activité physique, on l'a dit, la santé sexuelle, les préventions des addictions. Je pense qu'il faut en parler de ces addictions. Ça va de l'alcool, du tabac, mais aussi des drogues, hein, et parlons du cannabis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients maintenant qui ont cette exposition au cannabis. Il y a les écrans, les réseaux sociaux qui sont aussi l'importance de la déconnexion, et notamment la déconnexion le soir, la nuit, des écrans, qui peut participer à une charge mentale, à une charge psychologique, à une charge émotionnelle qui est parfois très délétère sur certains patients, et notamment sur des jeunes patients. Tout l'aspect dimension, volet, dépistage. Donc prendre en considération les dimensions psychologiques de la Mickey. Nathalie, tu le disais, moi, on est de générations probablement où l'aspect psychologique, bon, bah, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était l'intestin, que l'intestin aille bien et que les manifestations extra-digestives, articulaires, etc., soient bien contrôlées. Bon, la part psychologique là-dedans, elle était très peu prise en considération. Et ben, je crois qu'il faut que ça change, et ça change quand même de plus en plus, et c'est plutôt bien. Prendre du temps pour soi, ça c'est plutôt de l'introspection, quelle que soit la méthode, mais aussi pour prendre du temps pour les autres. Et ça c'est aussi pour les aidants, et être à l'écoute. Et puis pour les consultants, bah, finalement c'est prendre du temps en consultation. Je sais qu'on court tous après, nous médecins, après le temps. Les consultations sont extrêmement chargées, mais je crois que on ne peut pas identifier des patients qui vont pas bien sur le plan psychologique si la consultation, c'est une vraie course du marathon en quelques minutes où on règle à la fois les problèmes de pathologie intestinale, extra-digestive, les traitements, les ordonnances et puis la sortie. Donc prendre son temps, c'est super important. C'est pas facile, mais c'est important. Et puis une prise en charge qui doit être intégrée, complètement intégrée, prendre le patient dans sa globalité. Alors, avec évidemment un réseau de professionnels de santé, et c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui est évidemment la plus importante. Dans cette relation qui doit être là de qualité entre le professionnel de santé et le patient, alors c'est pas toujours facile, hein, mais en tout cas, elle est probablement nécessaire, cette relation, cette alliance thérapeutique qu'on pourrait parler, avec les psychologues, les diététiciens, les sexologues, les somnologues, etc. Et puis les associations de patients.
Évidemment, le réseau associatif, l'AFA, joue un rôle extrêmement clé dans le soutien, l'accompagnement des patients au quotidien, et c'est super important. Mobilisation des ressources, qu'elles soient ressources individuelles, puis on va voir, il y a des ressources aussi collectives sur lesquelles il faut se pencher et qui jouent un rôle important dans la prise en charge de ces patients qui vont parfois pas bien dans une période de leur vie. Et puis la recherche, moi je pense que c'est extrêmement important aussi d'avoir des perspectives. La recherche en santé mentale, elle est quand même le parent pauvre, hein, faut avoir en tête, hein, c'est peu de budget, c'est peu d'études au final, et donc c'est peu de progrès, ou en tout cas des progrès lents, même s'ils se font. Et je crois qu'il faut qu'il y ait cette perspective de recherche pour avancer. Il faut que c'est cette personnalisation de la prise en charge. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment, donc il faut l'adapter. Euh, et puis, bah, quelque chose qui me paraît extrêmement important, dont on va reparler tout de suite, c'est l'environnement. L'environnement, on l'a un peu évoqué, ce qu'on appelle l'exposome, hein, l'environnement dans lequel on est exposé. Bah, les patients dans un environnement donné vont pas tout à fait avoir la même réponse et cet environnement peut-être on peut le modifier dans certains cas, pas tout le temps mais dans certains cas. Et je crois qu'il faut garder en tête au-delà de tout ça, c'est que le fardeau psychologique dont on parle là, lié à la maladie, lié à la maladie de Crohn, lié à la rectocolite hémorragique, il s'ajoute, il s'additionne, il se cumule avec tous les fardeaux psychologiques actuels que sont le réchauffement climatique, les pollutions, la situation géopolitique, les guerres, etc., la crise économique. Nos jeunes vont pas bien. Et nos jeunes avec une Mickey vont encore moins bien. Donc au final, il faut prendre en compte la dimension associée à la maladie, puis peut-être les dimensions autres, même si c'est pas simple. Diapositive suivante. On parlait alors d'environnement. L'environnement, c'est quoi l'environnement? Bah, c'est l'environnement très global, hein. C'est là où je vis. Est-ce que c'est plutôt en zone rurale, en zone urbaine? Est-ce que je suis exposé ou pas à une pollution importante? C'est le climat, soleil, peu d'exposition solaire. On sait que ça a un rôle, hein, cette exposition solaire, notamment sur les troubles de l'humeur. Il y a l'environnement un petit peu plus proche de nous, c'est-à-dire que bah, qu'est-ce que je mange, à quoi je suis exposé, je fume pas, est-ce que j'ai une vie sociale importante avec beaucoup de contacts amicaux, conjoints, famille, etc. Est-ce que je pratique une activité physique? Tout ça va, tout cet environnement, ce macro-environnement va avoir une implication sur le micro-environnement qui est le microbiote, sur les bactéries qu'on a dans l'intestin, mais pas que les bactéries d'ailleurs, qui jouent un rôle important. Ça a été montré. Le microbiote, il joue pas qu'un rôle dans l'intestin sur la maladie inflammatoire. Il joue aussi un rôle, notamment dans des pathologies neurologiques, dégénératives, mais aussi sur plein de pathologies. On s'aperçoit que le microbiote intestinal, il joue un rôle clé et que c'est un organe en soi. Et donc, il ne faut pas le négliger dans cette prise en charge un peu psychologique. Et puis, bah, il y a même des choses encore plus petites que le micro-environnement, qui est l'impact de l'environnement et de facteurs du micro-environnement sur l'épigénétique, donc sur l'expression d'un certain nombre de gènes. Et ça, encore, c'est le début de la recherche. Mais donc, il y a plein de choses à faire, macro, vous voyez, et micro environnement qui jouent un rôle sur le bien-être psychologique. Et puis, évidemment, sur aussi les manifestations, la sévérité, le pronostic, la réponse au traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Diapositive suivante. Alors, quand on parle de facteurs d'environnement, pour être simple, c'est l'alimentation, c'est la prise de médicaments qui impacte, le sommeil, on en a parlé, l'activité physique aussi. Est-ce qu'on est soumis, exposé ou pas à des infections, quelles qu'elles soient, le tabagisme, les addictions. Et quand dans les addictions, vraiment, il faut avoir tout le panel des addictions qu'on peut avoir et qui impactent la santé mentale, qui impactent par le biais du microbiote et puis qui impactent certainement aussi l'activité inflammatoire et la sévérité des Mickey. Diapositive suivante. Tout l'approche, hein. Une approche qui doit être à la fois intégrative, on doit prendre en charge en compte tout le bien-être psychique, on est en plein au cœur, mais pas que. C'est donc à la consultation, demander au patient la qualité de son sommeil, s'il s'endort bien, s'il a des réveils précoces, comment il se sent, est-ce qu'il a un soutien social, est-ce en termes d'activité physique, en termes de prise en charge diététique, tout ça doit être évalué avec des outils. On dispose maintenant d'outils pas simples à mettre en place au quotidien parce que des fois un peu longs à répondre, mais qui sont importants. Et peut-être que pour un patient donné, ça va être une dimension qu'il va falloir plus travailler à un moment donné et un peu moins sur une autre dimension et vice-versa. Et en tout cas, garder la notion que c'est la résilience, et je crois qu'Agathe Laure va en parler tout de suite.
c'est la résilience à tous ces stress, c'est la relation sociale qui vont être importants, c'est la lutte contre la fatigue, la qualité de sommeil, la qualité de l'activité physique qui va être, enfin, qui va conditionner au moins en partie le bon contrôle à la fois de la Mickey, mais aussi le bon équilibre quelque part émotionnel, psychologique et la réduction de cette charge importante. Diapositive suivante. Donc le quatuor, pour terminer, bah, d'une approche qui me paraît réussie, c'est, je l'ai dit, prendre du temps, prendre du temps, prendre du temps, être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, et c'est extrêmement important. Répondre au mieux aux préoccupations au moment où ces préoccupations apparaissent. Alors elles ne sont pas toujours faciles à identifier, évidemment. J'ai dit tous les volets, toutes les dimensions à prendre en compte, et puis céder des ressources, hein, ça on va en reparler, j'imagine. Bah, les réseaux de professionnels de santé, on peut plus faire travailler avec de façon isolée une prise en charge d'une maladie inflammatoire, c'est plus possible en 2025. Je crois que maintenant on a besoin d'un réseau très fourni de professionnels de santé formés à ces maladies. On a besoin d'un réseau associatif extrêmement fort, et l'AFA l'est, et puis d'ateliers d'éducation thérapeutique qui peuvent être aussi servir de support, etc. Hein. Donc c'est tout ça qui conduit à la réussite de la prise en charge globale, entre guillemets, centrée sur le patient. Diapositive suivante. Voilà, je te laisse la parole, Agathe Laure. Il Ah, faut on ouvrir le t'entend. micro, Agathe. Désolée. Oui, je te remercie d'abord pour ta présentation très très complète. Donc, je vais simplement ajouter quelques petites choses par-ci par-là et effectivement revenir sur des notions comme la résilience un peu plus tard. Euh, D'abord, les chiffres que tu as donnés, notamment finalement cette étude de 2017 qui montre qu'un patient sur deux souffre de dépression, un patient sur trois souffre d'anxiété. Donc, ça sont quand même des troubles psychologiques et donc ça vient bien montrer que ce sont des maladies qui augmentent le risque de souffrir psychologiquement. Donc, ce fardeau de la maladie est important à prendre en compte. Hem, j'ai aussi mis quelques chiffres, notamment sur le sentiment les plus ressentis par les patients. Ce qui revient beaucoup, c'est le sentiment justement d'être incompris ou bien dévalorisé. Dévaloriser, c'est vraiment la perte d'estime de soi, la valeur que l'on s'attribue, le sentiment de ne plus valoir grand-chose puisque je passe du statut d'une personne en bonne santé au statut de malade. Je peux avoir honte par rapport aux symptômes de la maladie, hein. C'est une maladie quand même assez tabou. On parle des selles, des intestins. Les intestins, normalement, c'est censé être caché, c'est à l'intérieur, donc on n'ose pas trop en parler. Et puis il y a une stigmatisation et l'isolement social dont tu as parlé effectivement, puisqu'on n'ose plus vraiment sortir. Il peut y avoir des jugements, des réflexions au sujet, du manque d'énergie, de l'absentéisme au travail. Nathalie en a bien parlé, des plaisanteries parfois sur le besoin fréquent d'aller aux toilettes, hein. J'ai des retours de patients qui ont vécu ces moqueries-là, parce que justement ils ne sont pas compris. Et puis, la fatigue, on l'a évoqué, pour avoir eu aussi un vécu, en tant que patiente, effectivement, à peu près le même, parcours que Nathalie, sauf que, c'était bien une rectocolite hémorragique de mon côté. J'ai été opérée et je suis tranquille pour le moment. Hem, mais j'ai pu, vivre, quand même, des remarques aussi, c'est-à-dire, le fait que les personnes ne comprennent pas cette fatigue qui n'est pas, la même. C'est-à-dire, moi aussi je suis fatiguée, ben non, c'est vraiment, l'idée que, c'est un flou, c'est quelque chose de très, très intense, un épuisement. J'ai vu quelques personnes qui commentaient à ce moment-là et effectivement cette fatigue est très mal comprise. D'où le sentiment aussi d'être incompris, hein, tant qu'on ne l'a pas vécu. Hem, Parfois ça peut être, entendu comme, de la paresse aussi par, l'entourage. Et puis, les remarques, elles peuvent toucher un peu tout, l'alimentation, je pense qu'on y passe tous, «Tu devrais plutôt faire ci ou faire là». Je connais quelqu'un, qui a aussi des problèmes d'intestin et qui, lui fait comme ça. «Est-ce que tu es sûr que tu as le droit de boire de l'alcool?» Voilà et puis, le pire, je pense, ce qui m'a beaucoup marqué de mon côté, ce sont les remarques, de personnes âgées. Je me souviens notamment d'une fois qui m'a vraiment choquée, marquée.
j'allais faire mes courses, j'avais ma carte, handicapée que je ne n'osais, jamais mettre et cette fois-ci, je me sentais pas traverser le parking, donc je m'étais garée sur ma place handicapée avec mon macaron et une personne âgée qui tape super fort à ma fenêtre. J'ai cru qu'il allait me la casser, mais vous êtes pas vieille, ça veut dire quoi? Ça c'est réservé, pour les vieux en gros, hein. Ah bah non, c'est pas marqué sur le visage et effectivement quand on est jeune, qu'on souffre de ces maladies qui sont réellement handicapantes, hem ben, c'est comme ce n'est pas visible, c'est vrai qu'il y a cette ambivalence entre, j'aimerais être compris, donc il faut que je montre et en même temps, heu, c'est pas très agréable de devoir en parler et j'ai envie d'avoir une vie normale et de pouvoir me comporter, comme, une personne en bonne santé et pouvoir, tout faire. Hem et donc cette ambivalence peut aussi créer, un mal-être. J'ai mis, d'autres chiffres effectivement pour, un peu avoir une idée et vous montrer que vous n'êtes pas seul. 3/4 des patients, disent que leurs symptômes affectent leur capacité à profiter des activités de loisirs, les voyages, le sport, les repas. Et donc 2 tiers, leurs symptômes, pour les 2 tiers des personnes, pardon, leurs symptômes affectent leur capacité à travailler. Donc effectivement, cette fatigue, l'absentéisme dont on a parlé et puis les capacités à profiter des loisirs, là aussi, le retour que j'ai moi des patients qui viennent me consulter et qui ont une Mickey, ça va être le fait de ne pas oser, de toujours vérifier s'il y a des toilettes à proximité, ce qui crée une grosse anxiété. Le fait de ne pas pouvoir manger, forcément ce qu'ils peuvent, donc on évite, les repas au restaurant. Donc il y a un isolement social qui se met de plus en plus et puis avec des personnes qui se mettent, parfois elles-mêmes, des barrières et c'est en ça aussi qu'un accompagnement psychologique peut permettre, finalement, de lutter contre ces fausses croyances et de faire autrement, de trouver des compromis, pour, se libérer de ça. Voilà, j'ai pu accompagner des patients qui aujourd'hui, partent en voyage avec leur sac à dos, qui n'ont plus peur et pourtant ils ont toujours leur maladie, mais ils ont appris, à faire avec. Donc on a parlé aussi de cette sous-performance au travail et donc ça crée aussi, beaucoup, d'anxiété puisque, quid des conséquences négatives de la maladie sur les perspectives de carrière? L'impact, financier, en cas de licenciement, donc là aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête. De mon côté, je suis tombée malade quand j'étais en première année de médecine. J'ai été hospitalisée le jour de mon concours, donc j'ai bien dû, faire des choix aussi puisque c'est une maladie qui crée, beaucoup de fatigue aussi, et donc on peut pas forcément, assumer tout ce qu'on a envie d'assumer, et donc ça oblige finalement à revoir un petit peu, des projets de vie, les adapter, faire autrement. Mais en tout cas, c'est un vrai questionnement, à avoir et il y a de l'anxiété parce qu'on ne sait pas, de quoi est fait demain. C'est une maladie imprévisible, avec, des poussées, qui arrivent pas forcément au meilleur moment. Mes 2 grosses poussées, je les ai eues, en plein milieu de mes études, au moment où il fallait surtout pas, avoir de problème, hein, au moment d'une sélection, que ce soit en médecine puis après en psychologie. Hem, donc voilà, c'est comment faire pour, gérer finalement ce stress et puis, arriver, au fur et à mesure à, adapter ses projets pour toujours en avoir et continuer à aller de l'avant. Une autre, chose, très importante, c'est, l'image corporelle. Stéphane, l'a abordé, 2 tiers des patients qui ont une, Mickey, souffrent d'une image corporelle dégradée, davantage les femmes que les hommes. Cette image corporelle, qu'est-ce que c'est? C'est, la perception que j'ai de mon propre corps puisque c'est le corps, bouge, change. Hem, il y a, déjà le fait que c'est un corps qui est douloureux quand, il y a la maladie. Donc on n'a pas trop envie d'aimer un corps qui nous fait mal et puis il y a, tout l'impact, sur le corps, les cicatrices en cas d'opération, le fait de perdre du poids, le fait de prendre du poids. Tout à l'heure Nathalie, évoquait, le faciès de lune, donc ce visage rond avec, la cortisone. Je m'en souviens très, très bien. Je me souviens d'un moment où, je ressemblais à un i, hein, un corps, tout fin où j'avais perdu, mes muscles, tout, voilà, j'avais perdu, peut-être 15 kilos et puis, j'avais un visage bien gonflé avec la cortisone, donc un i et puis je me souviens également, d'un moment où j'avais perdu des cheveux, beaucoup de cheveux par poignée, avec, sous un traitement et ça fait mal, hein, quand votre maman vous propose la perruque. Donc effectivement, ce sont des choses, choquantes, qu'on peut vivre et il faut pouvoir se réapproprier ce corps, apprendre quand même à l'aimer, à faire avec, pour avancer aussi parce que sinon, ben, on souffre, beaucoup, d'où le fait aussi de se faire accompagner.
Il y a aussi la question de la relation, intime. 40 des personnes interrogées dans cette étude, là, hem, disent que ça les a déjà empêchés de poursuivre une relation intime à cause de la maladie. Nathalie a évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement, il y a quelque chose autour, des odeurs, des bruits. C'est pas une maladie très sexy et effectivement, dans l'intimité, comment est-ce qu'on fait, quoi? Et donc il y a des personnes qui s'empêchent, d'avoir, des relations intimes, par rapport à ça. Personnellement, je sais que, dans une période de célibat avec la stomie, c'était, compliqué, hein, parce que ça peut faire peur, ça peut, engendrer du dégoût chez l'autre. Donc effectivement, c'est vraiment une vraie interrogation à avoir. Hem, c'est ça, je pense que ça crée effectivement, une barrière supplémentaire dont on peut souffrir. Et puis, il faut savoir aussi que, il y a de l'anxiété, lors, des poussées, mais aussi, lors de la rémission, puisque, même quand ça va bien, eh bien, quelle est l'évolution de la maladie? Elle est incertaine, il y a, des, complications possibles, la chirurgie, la stomie, le risque de cancer, il y a, les effets secondaires des traitements. Donc tout ça, ce sont des préoccupations majeures, chez, les patients. Ça, c'est une étude pour le coup qui est internationale, qui nous dit qu'à travers, 6 pays, dont la France, ce sont vraiment des préoccupations qui touchent, les patients, donc vraiment les préoccupations prioritaires. Donc il faut aussi les prendre, en considération puisque, le résultat, c'est qu'il y a une anxiété qui demeure, même quand, on n'est plus en poussée de la maladie. Diapositive suivante. Je me permets juste, il y a beaucoup, beaucoup de questions en fait, des internautes, donc il faut qu'on laisse un tout petit peu de temps aussi pour les questions. Hem, Est-ce que je continue maintenant ou est-ce qu'on Ah répond oui, au fur et oui, à mesure? oui, bien sûr, pardon, pardon, bien tout à fait. Allez. Hem, on a évoqué, les événements et les facteurs de stress, qui peuvent, alors les événements et les facteurs de stress peuvent déclencher, un épisode dépressif. Ça me paraît important aussi, de le dire en complément de ce que Stéphane, a annoncé, tout à l'heure, en ce qui concerne, l'anxiété et la dépression et cela en particulier chez les personnes qui sont vulnérables, les moins résilientes et ou avec des tendances anxieuses et c'est important de parler de cette vulnérabilité et de résilience pour bien comprendre puisque les patients qui ont une Mickey sont plus vulnérables du fait qu'ils ont la maladie. En réalité, il faut voir ça vraiment comme, un fil, un équilibre que nous avons, un petit peu comme, le schéma qu'il y a, en bas à droite. Nous marchons sur un fil et des fardeaux s'accumulent. C'est-à-dire que, est-ce que je suis dans une famille, soutenante? Est-ce que j'ai des conditions, socio-économiques, favorables ou pas? Est-ce que j'ai des problèmes de santé physique, mentale? Quel est mon contexte environnemental? Quelle est, la qualité de mes relations? Est-ce que mon tempérament me permet aussi, de gérer mes émotions, de communiquer, avec, les autres? Et on n'est pas tous égaux, par rapport à la façon dont on s'est construit, le tempérament qu'on a et l'environnement. Et toutes ces choses-là font qu'on a, plus ou moins une capacité de résilience, et donc un potentiel de rebond. Ce qui est, une bonne chose, c'est qu'on peut développer cette résilience et j'y viendrai juste après pour vous donner des clés. Mais on n'est pas tous égaux et il y a aussi ces facteurs de vulnérabilité. Plus on en accumule, plus, on est vulnérable. C'est ce qu'on appelle le potentiel de décompensation et c'est ce qui fait que, à un moment dans la vie, quand on cumule trop de fardeaux et bien, on finit par perdre l'équilibre et donc, décompenser notamment sur le plan, psychologique. Diapositive suivante. La fameuse recette de la résilience. La confiance en soi, donc le fait de croire, en vous, en vos capacités et en vos ressources. La confiance en soi, c'est vraiment le fait de plus je vais faire les choses, plus je vais oser les faire, plus je vais apprendre. Je vais apprendre même, en échouant, hein, parfois, souvent c'est le cas, hein, d'ailleurs. Mais au moins je sais un peu mieux faire et comme je sais mieux faire et bien j'ose un peu plus faire et donc je fais plus, je fais mieux et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on prend, confiance en soi. Si on me répète que je suis nulle, je ne saurais jamais faire, je ne vais pas oser et je ne vais pas croire en moi. D'où l'importance aussi d'avoir des personnes autour de soi qui sont bienveillantes, qui vont croire en vous, qui vont vous encourager et vous, le fait de d'oser faire les choses, puis c'est comme ça que vous allez construire votre confiance en vous. L'estime de soi, on en a parlé, donc la valeur que je m'attribue, le but étant d'avoir une juste estime de moi, ni trop haute à me surestimer, ni trop basse à me dévaloriser.
Donc m'accepter telle que je suis, sans me juger, avec, mes qualités, mes défauts, mes capacités et mes limites, et avoir un regard plutôt objectif sur soi et là aussi ça se travaille, d'où, l'accompagnement psychologique, pour, développer ça. L'optimisme, le fait de prendre les choses du bon côté, d'avoir confiance en l'avenir, parce que l'espoir fait vivre, comme on dit et c'est pas qu'une expression effectivement, hein. Si, j'ai plus aucun espoir, j'ai plus de sens à ma vie, j'ai pas de raison de vivre, à quoi bon se battre? Donc à quoi bon avancer? Donc, l'optimisme, c'est quelque chose de super important et ça se développe là aussi. La reconnaissance et la gratitude, également, ça permet de mettre en perspective, ses problèmes. Ça permet, de prendre, du recul, sur les choses et je vous invite vraiment à faire cette expérience. Alors peut-être que certains ont une pratique spirituelle ou religieuse, mais, est-ce que, quand vous priez, vous demandez des choses? Ou est-ce que vous remerciez pour ce que vous avez? Et là aussi, c'est important parce que remercier pour ce qu'on a, c'est justement faire l'effort de prendre les choses du bon côté, de voir le verre, à moitié plein justement et du coup, ça permet de se rendre compte, bah, oui, quand même, j'ai un toit sur la tête, ça fait longtemps que j'ai pas fait de poussée. OK, je suis fatiguée, mais j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi me nourrir, j'ai des amis autour de moi et voilà, il y a des choses qui vont, quoi et le fait de développer cette gratitude, ça permet aussi d'améliorer, son ressenti, son sentiment de bien-être. Donc je vous invite à pratiquer ça. La question de la transformation, c'est comment faire du plus avec du moins, en fait, hein, comment un obstacle peut devenir un tremplin aussi qui permet de rebondir et cela à travers différentes choses, notamment la créativité, hein, l'art pour sublimer son expérience. Certains font des films, certains des témoignages, j'ai écrit un livre. Voilà, c'est comment est-ce que vous voulez transformer un petit peu ce que vous avez vécu en quelque chose qui est symbolique et qui est positif pour vous? Le fait d'avoir des rêves, des objectifs, des projets, j'en parlais juste avant, le fait de trouver un sens à sa vie, une raison de vivre, quelque chose qui vous porte, qui vous encourage à aller de l'avant, c'est très important. Hem, les personnes qui s'en sortent, c'est justement parce qu'elles rêvent un futur qui vaut la peine de se battre. Donc toujours avoir des projets et puis, j'en parlais également, l'entourage bienveillant, qui encourage et qui soutient. Il y a le concept de tuteur de résilience. C'est pour ça que je vous ai mis là cette petite image de plante qui est bien tenue et qui est entretenue justement. Ce tuteur, c'est ce tiers qui rend possible la reprise d'un développement après un traumatisme. C'est une main tendue pour mobiliser ses ressources adaptatives et rebondir. Donc on peut s'adapter à ce qui nous arrive si on est bien entouré et c'est là que le gastro-entérologue ou le psychologue peut être un tuteur de résilience, heu et moi, mon tuteur de résilience a été, Stéphane Lancet, hein, dont je parle dans le livre, hein, professeur solaire, parce que, voilà, d'avoir une personne qui vous encourage, qui vous soutient, qui vous donne de l'espoir quand vous n'en avez plus, c'est super important et c'est là aussi, toute l'importance d'avoir un médecin, en qui vous avez confiance et qui a confiance en vous aussi. Hem, diapositive suivante. Ah, ça va être bizarre, ça marche pas. Le petit logo en haut à droite, c'était simplement pour dire que hem, c'était des méthodes qui se recyclaient, quoi. Donc il faut pas hésiter à réutiliser ce qui a déjà fonctionné. Et cette diapositive, du coup, c'est la couverture de mon livre. Je fais un peu de publicité. Voilà, un témoignage qui parle, justement de résilience, je pense, et qui sert à décomplexer, les patients qui sert à dénoncer aussi la parole nocebo de certains soignants, parce que je pense qu'on a tous, des choses à dire sur, certaines, personnes qui, parfois ne se rendent pas compte, de l'impact de leurs paroles, et quand on est en souffrance, c'est très dur à entendre. Donc voilà, c'est un peu aussi pour dénoncer ça, pour, encourager aussi, la bienveillance, pour permettre aussi le développement de la compréhension de ces maladies, donc en fait, rendre visible l'invisible. Donc n'hésitez pas à partager, à vos proches, à vos professionnels de santé, heu, pour vous aussi. Voilà, vous pouvez le retrouver, sur, les réseaux et il est en vente sur, un site internet qui est, le mien uniquement, pas en librairie, uniquement en ligne. Diapositive suivante et pour finir, une petite, diapo pour vous passer ce message, clé, vous l'aurez compris, osez consulter un psychologue. Parce que, on a parlé justement du regard sur les professionnels de santé en psychologie, hein. Nathalie tout à l'heure disait qu'effectivement, avant c'était pour les fous. Là ça s'est bien normalisé avec en plus toutes les séries, c'est presque pas normal de pas avoir son psy. Mais il y a encore quelque chose de l'ordre de, c'est, de dire, «Je suis fatiguée» quand on pense: «Je n'ai pas le moral».
faites l'expérience avec quand vous dites: «Je suis fatigué», est-ce que c'est vraiment juste de la fatigue ou est-ce que, en fait, vous êtes démoralisé? Et en fait, quand on ne s'autorise pas à ressentir et à exprimer ses émotions, c'est là aussi qu'il y a un risque accru d'anxiété et de dépression puisque, en fait, je refoule, hein, je garde à l'intérieur. Et c'est là aussi que d'avoir un espace auprès d'un psychologue, ça permet finalement, lui, il permet d'accueillir sans jugement ce que vous avez à dire. Ça vous permet d'exprimer vos émotions et de développer ce sentiment d'être compris, même si cette personne ne va pas ressentir, la même chose que vous, il n'a pas fait la même expérience, peut-être pas fait l'expérience de cette maladie. Il n'empêche que c'est un être humain et qui peut bien entendre, ce que, vous avez à dire. Le travail thérapeutique, ça permet aussi de faire votre deuil, parce qu'il y a des deuils à faire, hein, quand on est, malade, le deuil de la personne en bonne santé qu'on était, tout ce qu'on faisait avant et qu'on ne pourra plus faire comme avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire autrement, mais le deuil, c'est vraiment accepter, que j'en suis arrivée là et que ce n'est plus comme avant. Et puis toute la question de la résilience, tout ce qu'on a vu juste avant, qui peut être aussi, amélioré, grâce à l'accompagnement thérapeutique. Et du coup, petite question, pour vous, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne pour, lever la main pour l'interaction, mais en gros, si vous arrivez à faire, la différence entre les différents psys qui existent aussi, je pense que c'était une, des questions, qu'on voulait poser. Il y a ces images-là qui viennent en parler. Je ne sais pas si on rebondit, parce que je crois que la diapositive suivante, c'est, pour remercier. Ben, on va tout de suite rebondir et merci beaucoup, Agathe Laure-Salgon, et merci à vous trois pour vos interventions. Évidemment, je pense que vous avez tous jeté un petit œil sur le chat et tous un petit œil sur l'onglet questions. Ça va être totalement impossible de répondre à toutes les questions ce soir et je vois qu'il est déjà 19h22. Je propose en fait quand même qu'on discute une petite dizaine de minutes quand même parce que c'est important. C'est vrai que, il y a des questions sur les différents types de psychologues. En quelques secondes, vous pouvez me dire comment je peux différencier ce type de psychologue et à quoi ils vont me servir si jamais je fais appel à eux. Agathe Laure. Hem Alors, le psychologue, il a un master en psychologie. Il permet de vous accompagner par rapport à un ressenti, un mal-être, il n'est pas habilité à vous prescrire des médicaments ni à vous ausculter, contrairement à un psychiatre qui, lui, est un médecin et qui va pouvoir, vous prescrire, sur ordonnance, des médicaments, mais qui, pour le coup, n'est pas forcément formé à la psychothérapie. C'est-à-dire que le psychiatre, peut très bien faire de longues consultations et être formé à la psychothérapie, autant il peut, vous garder peut-être 10 minutes, dans son bureau pour poser un diagnostic et vous donner, des médicaments. Donc il faut voir la formation initiale, et puis, il y a aussi, tout ce qui est, psychanalyste. Ce sont des personnes qui, ont déjà fait eux-mêmes une psychanalyse, et qui, sont inscrits à une école de psychanalyse. Pour autant, ils n'ont pas de diplôme, reconnu par l'État en ce sens. Il n'empêche qu'il y a aussi des psychologues qui sont formés à la psychanalyse, des psychiatres qui font de la psychanalyse, mais voilà la différence entre, les formations, de l'un et de l'autre. Ouais, ça m'amène tout de suite à faire un sondage pour les participants. En fait, un petit sondage qui va permettre de savoir si oui ou non, eh bien, vous avez déjà fait appel à un psy, quel qu'il soit, et ou oui. Alors, avez-vous déjà eu besoin de consulter un psychologue ou un psychiatre, ou peut-être aussi un psychanalyste, du fait de l'impact de votre maladie sur votre santé mentale? Vous avez un choix unique, c'est oui, non, ou alors je n'ai pas réussi à en trouver pour plein de raisons, pour des problèmes d'accès, ou tout simplement parce que vous ne savez pas, vous ne saviez pas où vous orienter. On répond, si vous pouvez répondre tout de suite maintenant, on peut voir en direct votre réponse. On attend quelques secondes. Et Jean-David, qui est à la manette, à la technique, pourra me donner le résultat, étant donné que moi-même, je ne peux pas le voir. Alors, vous êtes quand même 62% à effectivement avoir consulté ou consulté un psychologue, 26% à ne pas avoir consulté et quand même 12% qui n'ont pas réussi à en trouver. Ce serait intéressant de savoir pourquoi on n'a pas réussi. Et je vois beaucoup donc de personnes qui posent la question de savoir est-ce qu'il y a une liste de psychologues qui pourraient éventuellement être des psychologues spécialisés dans les Est-ce que c'est intéressant d'avoir un psychologue spécialisé dans les
Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus, Agathe-Laure? Je pense que ça peut être une attente, de certains patients qui voudraient avoir ce sentiment d'être compris, d'expérimenter ce sentiment d'être compris et on a l'impression parfois qu'on peut être compris que par une personne qui a déjà vécu la même chose. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça puisqu'il y a des, hem, enfin, il y aura pas assez de psychologues qui ont vécu cette maladie, pour vous accompagner et ce serait dommage de se priver d'un accompagnement thérapeutique avec une personne qui peut, créer une alliance avec vous, parce que c'est cette alliance thérapeutique qui va vraiment permettre un vrai travail et votre sentiment d'être compris, même si cette personne ne le vit pas. Et pour vous donner un exemple, une analogie, une personne qui, a peur des araignées et une autre qui, n'en a pas peur, comment est-ce qu'elles font pour se comprendre? Soit je dis à l'autre: «Bah, c'est rien du tout, c'est une petite bête». Bon, bah, la personne qui a peur des araignées ne se sent pas très bien comprise. Soit je me dis: «Bon, cette personne a peur des araignées, moi j'ai peur du vide». Je vais m'imaginer que cette personne-là, elle est en train de ressentir, moi, ce que je ressens face au vide et là, je peux la comprendre. Pour autant, ce n'est pas la même peur. Bah, c'est un peu moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais avec mes patients pour m'imaginer un peu, ce qu'ils peuvent ressentir et de quoi ils me parlent, même si je fais pas les mêmes expériences, qu'eux quand ils m'en parlent. Mmh. Merci beaucoup. Nathalie, cet aspect résilience, là, les clés de la résilience, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a parlé, là, dans la diapo, de Oui, Agathe-Laure? oui, oui, absolument. Bah, c'est un peu aussi la citation dont j'ai parlé, ça m'a aidé justement à avancer par rapport à ça, à mettre en place beaucoup de choses qui me permettent d'avoir une vie plus sereine, on va dire. Et notamment, j'ai fait une reconversion professionnelle, par exemple, pour mon bien-être. En fait, tout simplement, pour me sentir moins stressée, moins anxieuse au travail, j'aménage plein de choses de façon à me sentir, voilà, en équilibre, on Mmh. va dire Et ça, je pense que et l'équilibre, je pense que c'est le maître mot, en fait, aussi, hein. Et ouais, ça c'est quelque c'est chose qui est important. important. Ouais. J'ai une question pour Agathe-Laure. Est-ce que, dans t la dernière diapo, tu mettais, «Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je n'ai pas le moral?» Est-ce qu'on peut répondre soi-même à cette question ou est-ce que, il faut consulter pour ça? Je pense que ça dépend de son degré d'introspection. Il y a des personnes qui ne savent pas s'écouter et justement, si, vous n'arrivez pas à répondre à cette question, bah, c'est encore, plus important d'aller vous faire accompagner pour mettre le doigt dessus. Mmh. Mais on peut, si on arrive à s'écouter effectivement, se dire: «Bah, tiens, je répète ça, est-ce que me sens bien en ce moment ou pas? Est-ce qu'il y a des raisons à cette fatigue ou pas?» Parce qu'une fatigue, elle peut être aussi émotionnelle. L'entourage peut peut-être aussi apporter des réponses, hein, les conjoints, la famille, sur un changement de comportement, patient qui sort moins, qui a un peu moins d'élan vital, hein. Ouais. Plus agressif. Et justement, Plus ouais, agressif qu'avant aussi, des choses comme ça. Mmh. ouais. Et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des petits signaux d'alerte que soi-même, voilà, on peut éventuellement voir, regarder, quand on se dit: «À ce moment-là, ça serait quand même bien que je fasse quelque chose». Quels seraient ces petits signaux d'alerte, Agathe-Laure, Salgon? Plein pour moi. Ouais. Les signaux d'alerte, les dès que vous avez, une fatigue qui est prolongée, une perte de plaisir dans les activités, vos loisirs, les choses qui vous faisaient du bien avant, qui vous font plus vraiment de bien, vous perdez votre envie, vous perdez votre motivation, vous dormez mal, voire même, une prise ou une perte de poids, ou des pensées sombres qui se prolongent. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, je pense que déjà, même un psychologue, on peut aller le voir même quand il y a rien de très important et qu'on veut juste travailler sur, un comportement, quelque chose qui nous dérange. Mais au-delà de ça, si vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas, vous vous sentez pas épanoui dans votre vie, bon, sans dire d'être toujours super heureux, hein, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, mais si vous avez quelque chose qui se prolonge, et notamment dans le cas de la dépression, on parle quand même de ce mal-être qui s'installe pendant 2 semaines, presque tous les jours, une humeur dépressive, en fait. Dans ce cas-là, il faut aller consulter, oui. Alors, il y a aussi beaucoup de questions autour finalement des pratiques complémentaires en fait qu'on peut aussi utiliser, envisager. Et j'ai été quand même très sensible, Stéphane Mancé, sur l'aspect de certaines actions finalement qui vont avoir même
une incidence sur notamment ce que vous disiez, les microbiotes, l'activité physique, etc. Est-ce qu'il y a des conseils? Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de patients, effectivement, qui utilisent l'hypnothérapie. Puis après, il peut aussi y avoir des aspects méditation pleine conscience, c'est-à-dire finalement reprendre un peu le contrôle dans ce cadre de la méditation. Est-ce qu'il y a des pratiques complémentaires aujourd'hui qui seraient bien, on va dire, peut-être pas forcément bien démontrées, mais sur lesquelles on sait qu'il peut y avoir des choses qui peuvent avoir une action favorable sur la maladie? Alors, moi, je crois que le traitement complémentaire, il y en a beaucoup, hein. On n'arrive même pas à suivre puisque maintenant, il y a beaucoup d'options possibles. Il faut que ça reste complémentaire, pas alternatif. Ça, il faut vraiment. C'est pas à la place d'un traitement de la Mickey d'avoir un traitement complémentaire. C'est tout ce qui fait du bien est favorable, est bénéfique. Pour certains, ça va être la sophrologie, d'autres, ça va être l'hypnose, d'autres le yoga, d'autres le sport, d'autres certains hobbies, tout simplement. Un maquettisme. Moi, j'ai un patient qui fait des maquettes. Bah, c'est sa petite bulle de vie quand il fait sa maquette. Il pense plus à sa maladie, à son travail, à ses soucis. Et il me dit, bah, je suis très bien. Et bah, qu'il fasse encore plus de maquettes. En plus, elles sont très jolies. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de truc et astuce. Il faut trouver pour chaque patient sa propre bulle qui va lui permettre de s'échapper et de s'échapper suffisamment souvent. Moi, j'ai l'impression que certains patients courent beaucoup après le temps, mais la société est faite ainsi, hein. On court tous et au final gardent peu de temps à eux, peu de temps de loisirs, peu de temps de s'arrêter, de réfléchir. Ils sont sans arrêt du matin au soir, ils s'épuisent à courir après plein de choses, mais au final, peut-être pas après l'essentiel. Et donc des fois, moi, je reviens en me disant, bah, est-ce que finalement vous avez pris du temps à vous? C'est pas forcément du temps utile. Alors après, il y a le principe de réalité, hein, la logistique, souvent ils travaillent, ils ont une famille, il y a les courses, enfin ils me disent on n'a pas de temps, alors qu'on en avait avant. Et ben, peut-être que c'est ce temps-là qu'il faut reprendre. Et quand on veut, on peut toujours prendre un peu de temps, même si des fois c'est difficile dans certaines périodes. Ok. Mm. Bon, je sais qu'on va pas non plus, nous, avoir le temps parce que c'est vraiment, on n'aura peut-être pas forcément le temps de répondre aux questions. Moi, c'est quand même important quand même de dire que finalement, les choses les plus importantes à faire, ce serait d'abord quoi? Gérer son stress, essayer de vivre sa vie pleinement, euh, mieux s'alimenter, essayer d'obtenir cet équilibre dont parle Nathalie, qui est si important à obtenir. Ce serait quoi finalement ces objectifs pour se sentir mieux, même si effectivement c'est propre à chacun, mais qu'est-ce qui serait le plus important à votre avis? Peut-être que pour tous les trois, qu'est-ce qui paraît le plus important pour obtenir cet équilibre selon vous? Après, moi, je dirais qu'il faut tester, hein. Il faut que chacun teste ce qui lui convient parce que, bon, moi, je dis une bonne hygiène de vie parce que j'ai testé, par exemple, des périodes avec une alimentation saine, hein, puisqu'on dit qu'il faut éviter notamment l'alimentation ultra transformée, qu'il faut faire de l'activité physique, tout ça. Et puis, en même temps, je suis une super mauvaise élève, hein. Je conseille à plein de gens de faire ça, mais je suis la première à eh ben, aller manger un McDo et puis à être hyper sédentaire mais en même temps, si je me fais plaisir, c'est bon pour mon moral. Donc du coup, il y a quand même un bénéfice, je veux dire, c'est vrai. Donc voilà, il faut composer aussi et pas être trop strict sur tout, parce que ça peut être vite pesant et puis finalement, c'est le cercle vicieux, hein. Si c'est trop pesant, ça crée du stress et puis finalement on perd tout le bénéfice. Donc voilà, c'est à chacun d'arriver à doser. Enfin, Mm. c'est ma réponse. Et pour vous alors, Stéphane Mancet? Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Nathalie. C'est l'équilibre. Il n'est pas toujours simple, mais alors, on peut prendre l'exemple dans toutes les dimensions, mais l'alimentation, c'est assez classique. On a le droit à tout, mais on a le droit de se faire plaisir. Le McDo, je pense que c'est pas, ça ne tue Mmh. pas. Mais évidemment, un McDo tous les jours, là, ce serait excessif. Donc, c'est trouver l'équilibre où on va manger, on va se faire plaisir, et puis à un autre moment donné, on va être un petit peu plus rigoureux. La rigueur systématique permanente, effectivement, conduit à pas être bien, hein. Mais c'est vrai pour le patient qui ferait
trop de sport en se disant finalement, le sport, on m'a dit que c'était bien, bah, je vais courir toute la journée, bah, c'est pas bien au final. Ouais. Donc c'est cet équilibre, 2, 3 fois par semaine, sortir, dormir à des heures quand même assez régulières. Les écrans, moi je pense que je suis très sensible à cette notion de nos jeunes sont sur les écrans du matin au soir, y compris le soir avant de s'endormir, s'endorment mal, bah, pas d'écran, peut-être à partir d'une certaine heure avant le coucher. Des choses assez simples, mais qui sont aussi de temps en temps, ils regardent leurs écrans, mais c'est pas grave, hein, rien n'est grave. Donc l'équilibre. Et pour vous, Agathe Laure-Salmon? Euh, Stéphane et Nathalie, on parlait tous les deux de plaisir. Et en fait, ça me ramène à la notion de la valeur. Quelle valeur on a envie de mettre en avant dans sa vie. Et moi, j'invite vraiment les personnes à se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour eux. Et en fait, si je me rends compte que quand je suis bien, c'est quand je me fais plaisir. Quand je suis bien, c'est quand je suis avec mes proches. Bah, pourquoi est-ce que je repousse toujours voilà, le fameux faut qu'on se voit? Bah non, je prends un temps maintenant, je planifie pour voir cette personne parce que ça me fait du bien. Ou alors, pourquoi est-ce que je m'empêche de manger quelque chose qui me fait du bien si en fait j'en ai besoin pour mon moral? Donc voilà, j'invite vraiment les personnes à se recentrer sur l'essentiel, à s'interroger sur leurs valeurs et avoir des comportements, engager une action qui va dans le sens de leurs valeurs. Bon, c'est le principe d'une thérapie qui s'appelle l'acte, mais voilà, le but c'est ça, c'est de s'interroger vraiment sur ce qui compte et de faire des actions pour alimenter ce qui compte vraiment. Et comme ça, ben, on se sent plus aligné avec soi-même. Voilà. Il y a Et aussi un même autre si on le aspect, paye, pardon, je dirais et même même si si on on le paye. paye derrière, c'est pas important parce que parfois des malades me disent bah oui, je me suis fait plaisir, du coup je suis sortie avec des amis, mais on a bu de l'alcool et puis après j'ai passé mon dimanche dans mon canapé parce que j'avais des douleurs abdominales. Je dis oui, mais tu t'es fait plaisir. C'est un peu ce que disait Agathe Laure tout à l'heure, de regarder, de remercier. Bah, je remercie pour la soirée que j'ai passée. Et puis, ben, bon, bah, la journée sur le canapé, elle sera oubliée et puis voilà. C'est En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que en parler aussi, c'est quand même thérapeutique, parler de sa maladie, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup d'isolement et d'enfermement dans la maladie. Et je dois vous dire quelque chose que je dis pas très souvent, et c'est que j'ai jamais vu autant d'interactions sur le chat ou sur les questions qui véritablement parlaient en fait des expériences et qui aussi confirmaient tout ce que vous, Agathe Laure ou Nathalie, vous disiez au sujet de l'expérience de la maladie, et véritablement, il y a eu un torrent de commentaires. Donc, je tiens à souligner que c'est important parce que ça veut dire qu'on se reconnaît aussi et les participants se reconnaissent dans ce sujet. Et réellement, je vous remercie aussi pour ça parce que c'est aussi important pour nous que ce soit que ce que l'on fait, ce soit vraiment en adéquation avec les besoins des personnes. Et j'ai encore donc deux, trois petites choses à vous dire et à vous partager parce que bien sûr, on pourrait passer encore 2 heures à parler de ça et de comment on fait pour aller mieux. Je pense qu'il y a différentes activités actions à la fin hein, qu'on peut faire. D'abord, peut-être partager la petite diapositive pour vous dire deux, trois petites actions qui sont encore possibles après ce webinaire. Vous dire que parce que c'est la journée mondiale des Niki et que les impacts psychologiques c'est le sujet, eh bien, on a des ateliers en ligne qui sont des ateliers sur le bien-être. On a commencé cette semaine, mais c'est aussi toute la semaine prochaine. Et puis, évidemment, ces ateliers, bah, ils continuent, notamment avec notre psychologue au second semestre, Anne-Sophie Bonvarlet, qui va faire des cycles d'ateliers, à la fois des cycles d'ateliers sur la gestion des émotions, mais aussi sur comment en parler justement à son entourage. Vous avez évidemment des services d'accompagnement pour des publics spécifiques, notamment le stage des ados. Je voyais une maman tout à l'heure ou un papa, je ne sais pas, qui souhaitait accompagner son proche ado et je pense que c'est vraiment très important finalement d'accompagner les ados dès le plus jeune âge, donc dès 12 ans, entre 12 et 17 ans, il y a le stage des ados donc cet été, mais également les jeunes, comme vous en parliez Stéphane, c'est très important, les jeunes. Donc, un week-end spécial jeune est organisé au mois de juillet, le 19-20 juillet pour les 18-25 ans. Et puis, les parents aussi et les proches qui sont aussi dans des difficultés, notamment quand on a des enfants mineurs atteints de ces pathologies. Dans le cadre du séjour des familles, on peut aussi les accompagner. Évidemment, grâce à Nathalie et à tous les bénévoles délégués ou pas dans les territoires,
On a des Mikikawa et des rencontres locales en présentiel qui peuvent aussi être très importantes parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi important de pouvoir partager avec d'autres malades à travers des groupes de discussion. Et je rappelle que nous avons quand même notre psychologue Anne-Sophie Bonvarlet qui fait une permanence toutes les semaines, une fois par semaine à l'AFA, une permanence téléphonique sur rendez-vous et qui peut aussi vous orienter dans le choix de votre psychothérapeute. Voilà, j'étais peut-être un petit peu longue, mais c'était aussi important pour vous dire qu'on est désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions. Vous pouvez néanmoins continuer à nous écrire et puis je vous dis à très bientôt. Rappelez-vous que le 19 mai, c'est la journée mondiale des Mickey. On compte sur vous pour prendre des photos en violet et puis de pouvoir les envoyer sur les réseaux sociaux pour être en action collective et solidaire pour les Mickey. Est-ce que vous vouliez rajouter encore quelque chose? Un petit mot de la fin? Non? Un Merci grand à Bah, merci écoutez, à tous. un grand merci, un immense merci à vous trois. Immense merci aussi à Jean-David, qui est Jean-David Boss, qui est à la technique. Et puis, un grand merci à nos participants. J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler des impacts psychologiques des Mickey. Très bonne soirée. Merci à tous. Merci.